Rebonjour pour ceux qui nous rejoignent et bienvenue sur cette première table ronde de la journée. Donc l'idée jusqu'à 11 heures, c'est de partager un débrief du salon CES. Donc voilà, comme chaque année depuis 2013 maintenant, nous organisons ce type de restitution parce qu'il est essentiel pour les professionnels du smart home de faire de la veille, de se tenir informés et surtout de comprendre les grandes tendances de la tech. Alors évidemment, comme vous le savez, hein, cette année, le CES a basculé 100% en ligne, avec 2 fois moins d'exposants, 2 fois moins de visiteurs, mais quand même pas mal d'entreprises françaises. Il y a toujours une bonne représentativité française, mais là, il y avait, je crois, de l'ordre de 135 entreprises, dont 11 ou 12 de l'Occitanie. Donc pour nos amis de l'Occitanie, il y avait quand même une bonne représentativité. Mais une formule compliquée parce que difficile de mettre des startups en avant. L'intérêt du CES, c'était de découvrir au hasard d'une visite sur Eureka Park une startup, un géo trouve-tout qui avait des bonnes idées. Et on repartait du CES avec nourri par plein d'innovations diverses et variées. Cette année, c'était très différent. C'était plutôt les marques connues hein, qui étaient visibles, mais qui ont pu annoncer de très très belles innovations. Et donc voilà ce qu'on va faire là jusqu'à 11 heures. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Et avec moi, je vais vous présenter 4 spécialistes qui vont nous aider à analyser ces nouvelles tendances, à les décrypter. L'idée, c'est de vous aider à mieux anticiper les choses. Alors, vous allez les découvrir à l'écran. On a 4 spécialistes. Alors, j'en vois que 3 là, mais je vous assure qu'on en aura 4, ça y est. Bonjour à tous, merci d'être là. On a Olivier Darnaud de la société Oseo, on a David Minga qui est notre pilier hein, de ces restitutions depuis des années, qui a toujours une vision très intéressante des choses. Pierre-Nicolas Claret de Connecting Technology, qui est bon, il est administrateur de la SBA, mais il est aussi notre veilleur numéro un. Hein, tous les jours, moi, je reçois des petits messages sur Slack. Alors, parenthèse, hein, pour tous nos membres qui ne sont pas encore sur Slack, abonnez-vous au Slack de la SBA. Vous verrez qu'en termes de veille technologique, c'est très intéressant. Et merci Pierre-Nicolas pour tout ce que tu fais là-dessus. Et puis, on a Florian Guichon de Vivoca, qui nous donnera un petit peu l'avis de l'exposant. Il était exposant en physique l'an dernier et exposant virtuel cette année. Donc, ça sera intéressant d'avoir sa vision des choses. Alors, messieurs, pour commencer, je vous propose un petit tour de table très rapide. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais merci de vous présenter en quelques mots et puis déjà de nous expliquer quelle relation vous avez, chacun d'entre vous, avec le CES. On peut commencer, David, si tu veux commencer. Oui, bonjour à tous et bonne année à tous les membres de la SBA et aux anciens de la FFD. Hein. Oui, il est temps que je suis le CES. Donc je pense être, disons, suffisamment capable de comprendre un petit peu les mouvements tectoniques, technologiques que l'on voit dans le CES et qui vont impacter notre vie quotidienne. Hein. Comme l'a dit Emmanuel François, le numérique maintenant est partout. Quel est au quotidien ton activité? Alors, mon activité, je suis ingénieur-chercheur à EDF Lab, le centre de recherche R&D, le centre de recherche EDF à Florian, si tu veux te présenter à ton tour. Bien sûr, avec plaisir. On entend bien. Très bien. On entend correctement. Ok, Oui, super. tu peux y aller. Alors du coup, super. Je suis du coup directeur des opérations VOCA. On est une boîte, ça fait 5 ans maintenant qu'on existe. 6 ans, ça va très bien. Et on a une particularité, on est fait 2017, on va tous les ans au CES. Et nous, du coup, on est spécialisé en reconnaissance vocale, donc on fait des solutions vocales et notamment pour la smart home. Alors, on parlait juste avant de technologie embarquée, d'aspect données. Bah, nous, en fait, on fait que des choses privatives en embarqué.
des solutions pour être hors connexion et coordonnées. Et justement, on a eu le coup double d'exposants avec des choses extrêmement positives cette année, des choses un peu plus désagréables, mais j'y viendrai tout à l'heure. Je ne sais pas si on m'entend bien. J'ai des coupures de mon côté. Okay. On a des problèmes de son avec toi. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion. J'ai l'impression que c'est un peu. Ouais. Tu peux essayer un autre réseau ou la 4G. Je te laisse régler ça. On va passer à Olivier, j'ai perdu d'un coup. Ou Pierre-Nicolas, si tu veux prendre la parole, Pierre-Nicolas, parce que je te vois à l'écran. Nicolas. Oui, si vous m'entendez bien. Oui, vous m'entendez. Bon. Oui, je suis Pierre-Nicolas Clairet, je suis le directeur de Connecting Technology. Je suis un vétéran de la domotique puisque ou du smart, il paraît qu'il ne faut plus dire domotique, et du smart puisque je vais fêter au mois d'octobre mes 30 ans de smart. Voilà, et je suis également administrateur de la Smart Building Alliance. Je suis spécialisé en EL puisque c'est mon de métier lorsque j'ai débuté dans le smart. Et pour finir, Olivier. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Depuis tout à l'heure, j'ai des communications hachées. Moi, je vous entends. Je vais essayer de changer de réseau. C'est haché, hein. Nicolas, tu peux continuer si tu veux et enchaîner sur déjà ta vision des choses et ce que l'innovation que tu as découvert cette année peut avoir comme impact sur les nouveaux usages, parce que c'est ça l'intérêt de Las Vegas ou du CES plutôt, c'est de montrer ce qu'il va y avoir comme nouveautés, nouveaux usages au quotidien. Que tu peux pas vu. Alors oui, la conversation était très hachée. Alors je ne sais pas si de mon côté vous m'entendez bien. Moi, il m'a manqué quelques mots. Le CES côté audiovisuel, c'était un petit peu décevant cette année, puisque on n'a pas eu de grande révolution. On a eu des évolutions, mais pas de révolution en ce qui concerne le son et l'image. En ce qui concerne le son, on a eu un énorme problème, c'est que la principale usine de composants qui fabrique des semi-conducteurs et qui est au Japon a brûlé l'année dernière. Et effectivement, beaucoup d'industriels ont des problèmes pour s'approvisionner en composants. Et on le voit chez Yamaha, par exemple, il y a une pénurie d'amplis audio-vidéo, c'est dramatique. On voit que Sonos a des délais de livraison qui sont de 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et les principaux constructeurs vont avoir énormément de problèmes à fournir cette année. Pour nous, l'année Covid, c'était pas l'année 2020, ça va être l'année 2021. Pour quelqu'un qui veut acheter des téléviseurs cette année, il va avoir beaucoup de mal à se fournir sur les nouveautés à cause de ces problèmes d'usine de composants qui a brûlé et puis ces problèmes de Covid également. Je pourrais rentrer dans le détail sur les nouveautés tout à l'heure, si tu le désires, François-Xavier. Ouais, tu peux enchaîner, notamment sur tout ce qui est lié aux écrans. Tu parlais d'écran. Moi, je me souviens l'an dernier, on avait été assez éberlué par des nouveautés, notamment le Wall de Samsung ou l'écran déroulable de LG, notamment, qui étaient des concepts. Et en général, on a l'habitude de voir des concepts au CES, mais on ne les voit pas l'année d'après. Et cette année, c'est magnifique, ces bijoux de technologie sont devenus des produits sur étagère. Alors évidemment, ça s'adresse plus à Neymar et à ses confrères que au commun des mortels, mais quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on a vu des choses. Alors dis-moi ce que tu en penses, parce que c'est peut-être des fausses bonnes idées, mais c'est des produits qui sont bleus, je trouve. Alors, pour parler de l'écran enroulable LG,
c'est l'Arlésienne. Il a été présenté, rappelons-nous, en 2018, on a vu un prototype. En 2020, en 2019, il présentait le produit. En 2020, il devait sortir. Et finalement, on est en 2021 et le produit n'est toujours pas là. Le tarif qui avait été annoncé, 15 000 euros au départ, et puis après, LG a annoncé 30 000 euros. Et aujourd'hui, on annonce le produit à 85 000 euros. C'est-à-dire que ce produit qui est déjà une arlésienne, qui n'existe pas, est présenté à un prix qui fera que, effectivement, à part être footballeur ou grand gagnant du loto, c'est un produit qu'on ne pourra pas s'acheter. Par contre, alors sur les écrans, on disait que l'OLED allait être enterré, que LG avait fait fausse route. Eh bien non, l'OLED continue à évoluer. Le fabricant LG a annoncé des dalles en 8K de 2 dimensions, 77 et 88 pouces. Donc, ce sont vraiment des très très belles dalles. Et ils ont amélioré le reproche qu'on faisait à l'OLED. On sait que l'OLED, sa principale caractéristique, c'est le contraste. Et ils ont amélioré la luminosité avec une dalle qui s'appelle Evo. Et là, ils vont sortir cette année ce qu'ils appellent la gamme G1 Galerie, 3 tailles, 55, 65 et 77 pouces. Et puis, on sait que ces écrans sont devenus des véritables ordinateurs. La puce qui va équiper les LG, c'est la Alpha 9 de 4e génération. Et l'avantage de cette puce, c'est qu'elle va permettre une fluidité maximale. On parle beaucoup écologie. Vous verrez tout à l'heure, je vous présenterai des télécommandes qui marchent à l'énergie solaire, donc plus de piles. Et pour ça, LG travaille sur la réduction de la lumière bleue. On sait que la lumière bleue émise par les LED, c'est quelque chose qui fatigue, c'est quelque chose qui provoque également des dégâts sur la rétine. Eh bien, LG promet que les nouveaux écrans réduiront l'émission de lumière bleue. Alors ça, c'est côté LG. Ils ont aussi montré les OLED transparents. Alors l'OLED transparent, on le voit aussi depuis des années. Là, vraiment, ça a énormément évolué. Alors c'est pas fait pour le grand public aujourd'hui, c'est fait pour le retail, pour le smart building, mais la qualité est là et les usines commencent vraiment à produire en très grande quantité. Alors vous allez me dire, j'ai parlé de l'OLED, mais le LED est toujours là et Samsung sort ses micro LED. On l'avait vu l'année dernière avec The Wall, qui est un écran gigantesque qui fait 292 pouces, pardon, et pratiquement le million d'euros. Là, ils vont sortir des micro LED. Donc, on rappelle le principe du micro LED, c'est vraiment le pixel qui émet directement sa lumière. Et là, Samsung va sortir des 99 et des 110 pouces au courant de cette année. On est quand même à des prix à 1000 euros le pouce, donc c'est quand même très très cher. Sony abandonne Android TV. Ils vont rejoindre ce que faisait Samsung et LG en utilisant Google TV. Donc on change d'OS. Et Samsung a adopté le codec H265, qui est celui qui permet du streaming en haute définition jusqu'au 8K. L'avantage du H265, c'est qu'il n'y a pas de licence à payer, contrairement au précédent. Voilà un peu ce qui s'est passé côté télévision. Je peux vous dire un mot sur la HDMI 2.1. C'est l'évolution de l'HDMI. On sait qu'en informatique, c'est l'USB-C qui est en train de prendre le pas. Côté audio-vidéo, c'est l'HDMI, bien sûr. Qu'est-ce que permet l'HDMI 2.1 ? Ça permet de la 4K avec 120 frames par seconde. C'est très bien pour les gamers. D'ailleurs, on voit que c'est plutôt Xbox et PlayStation 5 qui utilisent aujourd'hui l'HDMI 2.1. Et puis, on a des débits qui montent à 48 gigabits. Ça permet de faire de la 8K, bien sûr. Ça permet de faire de la 10K. Donc, on monte en puissance. Comment on reconnaît un câble HDMI 2.1 ? C'est marqué dessus. Il y a un label qui s'appelle Ultra High Speed HDMI. Donc, quand vous achetez vos câbles, regardez bien si vous avez ce Ultra High Speed HDMI qui permet de bénéficier de ça. Donc, voilà un peu pour la vidéo. Je pourrais parler de l'audio. Juste, j'en ai touché un tout petit mot, cette nouvelle télécommande Samsung qui a un petit capteur solaire et qui permet de se recharger. Samsung annonce une économie de 20 millions de piles AAA qui finissent généralement à la poubelle. Le fait d'avoir ce petit capteur permet de tenir 1 an sans recharge, donc à vérifier, et ça va être intégré dans tous les téléviseurs Neo QLED qui vont sortir en 2021.
on parlait tout à l'heure avec Emmanuel du numérique frugal. C'est un exemple, et on a prévu dans la table ronde tout à l'heure de prendre ce genre d'exemple pour montrer qu'au CES, il y a aussi une prise de conscience sur l'impact du numérique sur la planète. Alors, David, si tu nous entends, on va remettre le slide qu'on voyait tout de suite, là, parce que c'est une illustration que tu nous avais envoyée. Tout à fait. Donne-nous ta perception, ton rapport d'étonnement par rapport aux années précédentes, et puis indique-nous les pépites que tu as détectées et sur lesquelles tu as envie de parler. Alors, je pense qu'il faut contextualiser ce transparent. Parce que ce CES a été un CES 2D, très plat, hein, et à la carte. On choisissait un petit peu les boîtes qu'on allait voir, et franchement, ça a perturbé beaucoup d'experts en France. Je ne sais pas si vous avez vu les comptes rendus, ils sont complètement, ils savent plus où sont les tendances. Hein, ils sont incapables de donner des tendances. Et pourtant, il y en a. Et il y en a. Pourquoi ? Parce que c'est la conséquence d'un monde confiné. Regardez ce que c'est qu'un monde confiné. Un monde confiné, c'est l'école est fermée la plupart du temps. Enfin, là, elle est ouverte, mais elle était fermée auparavant. C'est la salle de gym qui est fermée. C'est le bureau qui est fermé. C'est le cinéma qui est fermé. C'est le restaurant qui est fermé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tous les services, tout ce dont on avait l'habitude d'avoir, hein, quand on se déplaçait, hein, n'est plus là. Mais on en a besoin. Donc, on l'amène vers soi. Le service vient vers moi. Et c'est l'explosion de ce qu'on appelle le as a service. Hein, et avec tout ce qui vient avec. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Vous avez vu, je sais pas, le monde est 2D. Vous avez vu les espaces de travail proposés par Klaxoon avec son produit Board. Ben, c'est ce qu'on peut faire de mieux en 2D pour pouvoir travailler. Mais on s'aperçoit que nos écrans sont tout petits, mais vraiment tout petits. Quand on fait des vidéoconférences, qu'on a l'habitude de travailler ensemble, à plusieurs, c'est intenable. Donc on voit bien qu'il faut une révolution des interfaces. Il faut complètement changer de monde. Il faut passer d'un monde qui était, je dirais, plat, à un monde immersif, un monde 3D. Et ce monde 3D, il est, disons, montré à travers ce transparent. Alors, on va commencer par le premier, l'écran enroulable de TCL. Pourquoi c'est important un écran enroulable ? L'année dernière, rappelez-vous, on parlait beaucoup d'écrans pliables, avec le chinois Royol. Depuis, on n'a pas beaucoup vu grand-chose. Ben, c'est normal parce que pourquoi ? Parce qu'un écran pliable, ça veut dire un écran plus épais. On empile les couches. Tandis qu'un écran enroulable, on garde la même épaisseur que sur un smartphone. Donc ça peut rentrer dans la poche. C'est ça qui est important. Donc si j'avais à synthétiser tout ça, ça veut dire mon espace de travail dans ma poche. La promesse est forte. Hein, et c'est vrai que TCL et LG vont essayer de la rendre concrète. Alors, comme l'a dit notre ami Nicolas, je veux dire, le Covid, qui était partout dans ce CES, hein, il empêche un petit peu de traduire ça en réalité. Et pour l'instant, je suis certain que les premiers prix seront astronomiques. Mais rappelez-vous les premières téléplasmas. Rappelez-vous combien ça coûtait. Dans les années 2000, ça coûtait la peau des fesses. Le CES est aussi un salon de la consumérisation, c'est-à-dire passer d'un B2B à un B2C et rendre accessible ce qui ne l'est pas. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'explosion. Pour la première fois, la réalité augmentée commence à devenir intéressante. Rappelez-vous les Google Glass, c'était moche. Et on était stigmatisé parce qu'on voyait immédiatement, disons, ce qu'on faisait. Là, avec Vuzix, on change de braquet. On parle de vraies lunettes, de lunettes élégantes. On parle de monture. On parle de style de vie, de lifestyle. Hein. Donc, on voit bien que Apple va avoir, va avoir un chemin qui va se dérouler devant lui et il va pouvoir créer ce que j'appelle le post-smartphone, l'après-smartphone. Hein. On a bien vu cette étape. Le smartphone est en train de changer de nature. Regardez l'iPhone 12. L'iPhone 12, c'est surtout de la 4K,
hein, qui est disponible pour tous, mais surtout pour les professionnels. Parce que vous avez énormément de systèmes, vous avez un lidar qui vous permet de prendre des images à une très forte résolution avec une très grande qualité, avec un bon focus. Hein. Donc c'est fait pour les cinéastes, c'est fait pour les professionnels. Hein. Et en plus, vous avez la 5G qui vient d'office. Alors la 5G, c'est une 5G centimétrique, c'est-à-dire à peu près moins de 10 GHz, hein, même c'est moins de 6 GHz, soyons clairs, hein, 2,6 ou 3,5. On n'est pas dans les ondes millimétriques, après 20 GHz, 26 GHz à peu près. Ce que l'on voit, donc je vous dis, la réalité augmentée va certainement exploser, hein, il y a des chances, d'ici la fin de l'année. Enfin, exploser. Elle va en tout cas apparaître. Mais ça ne suffit pas, il faut du contenu. Où sera l'iTunes? Où sera l'Apple Store? Parce que s'il n'y a pas de contenu, c'est un jouet technologique. On a vu beaucoup d'innovations aussi dans la 3D venant de la science-fiction. Rappelez-vous la princesse Leia en 77 dans Star Wars. Vous savez, on voit la princesse Leia émerger de R2D2. Là, on vous propose un hologramme sur smartphone. C'est la société Izin, la technologie RIS. Alors, je peux pas me prononcer parce que personne ne l'a vu. Alors, c'est ça le problème d'un CES virtuel, c'est qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir. Et c'est ça qui nous manque. On ne peut pas discuter avec les autres professionnels. Il y a un manque d'humanité dans cette affaire. Hein. C'est ça le côté CES, c'est le fait de se rencontrer entre professionnels d'un même métier. En haut, vous voyez le HUD de Panasonic. Là, vous allez le voir. Pourquoi ? On vous parle beaucoup des écrans plats, ceux de Tesla, et on a vu aussi l'hyperscreen de Mercedes, hein, qui est la suite d'un Tesla. Le problème, c'est que notre attention, elle est attirée vers l'écran. Or, qu'on devrait avoir l'attention vers la route. Et le HUD, s'il est bien fait, alors l'ergonomie va jouer un très grand rôle dans ce nouveau monde, nous permet d'avoir accès à des informations devant nous. Et devant nous, c'est un monde 3D. C'est pas un monde 2D. Lorsqu'on regarde en bas, le monde est 2D. Lorsqu'on regarde devant, le monde est 3D. Donc, vous voyez bien, c'est pas la même perspective. Hein. Et c'est assez marrant de voir que ce monde 3D qui est en train d'émerger et d'exploser, et qui va exploser dans les années qui viennent, hein, a été vraiment mis en scène, surtout dans les voitures. Et je termine Continental. Je ne sais pas si vous avez vu les cartes 3D de la société HERE. Alors, HERE, c'est un consortium de constructeurs allemands qui a décidé de fabriquer des cartes pour ne pas dépendre de Google. Hein. Et donc, ils se sont alliés avec Continental, qui est un autre allemand, hein, et avec une société qui s'appelle Leia, qui fait ce qu'on appelle des technologies Lightfield. Et Leia, je les avais vus en 2019. Hein, c'est David Fatal, c'est un Français qui est derrière, un ancien de chez HP. Il a réalisé une technologie qui permet de voir de la 3D en lumière ambiante. Parce que c'est ça qui est important, la lumière ambiante. Hein. Alors c'est un effet 3D hein, en lumière ambiante. Et donc, ensemble, ils ont créé des cartes de la ville en 3D. Donc, je ne sais pas si vous voyez, les cartes, la ville va se présenter à vous maintenant, enfin dorénavant. Hein. Alors, ça sera pas dans des voitures, ça sera pas dans la Renault Zoé. Hein, je suis désolé, ce sera plutôt dans des Mercedes et dans des voitures haut de gamme en 3D. Donc voilà, je pense que cette révolution des interfaces est la conséquence du fait que elle a été accélérée par la crise du Covid et par le fait que nous avons été forcés de regarder des écrans tout petits et même quand ils étaient grands, ils n'étaient pas suffisamment immersifs. Les seuls écrans immersifs qu'on a vus, ce sont les écrans immersifs pour les gamers. Je ne sais pas si vous avez vu l'écran pour les gamers de LG, hein, qui est capable de s'incurver, hein, et qui aussi, le son ne vient pas d'un haut-parleur, il vient directement de l'écran. Parce que ce qui est important, c'est que le son vienne de la personne qui parle, et non pas du haut-parleur qui est à côté. Le but du jeu est de créer une immersion. Et pareil pour tout ce qui est capteur. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les capteurs d'une société qui s'appelle, alors c'est Brain de Miosis, enfin je pense que c'est Miosis, la société. C'est en fait un système qui est capable de récupérer, c'est joué par la pensée. C'est-à-dire que entre
le geste que vous avez, que vous voulez faire sur la souris, ça prend trop de temps. Donc l'idée, c'est de bypasser la souris. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. C'est utiliser en fait vos muscles. Hein, récupérer l'information directement à partir des muscles. Et aussi, on a vu aussi des interfaces haptiques qui continuent à s'améliorer, évidemment, etc. Donc vraiment, je vous annonce une révolution dans les interfaces. Voilà, c'est ce que dit cette slide. David, tu peux nous parler des robots? Parce qu'on a vu beaucoup de robots aussi, comme chaque année, mais est-ce que ça bouge? Alors les robots, très important. Très très important, les robots. C'est une nouvelle génération de robots qui apparaît. En tout cas qui est annoncée. Je reste très prudent parce que il faut l'être. Alors, on va les prendre un par un avec ce transparent. Le premier, le robot, regardez le robot qui est tout en bas, hein, le HandyBot de Samsung. Pour la première fois, un robot est capable de mettre la table et de mettre et de prendre de la vaisselle et de la mettre dans le lave-vaisselle. Ça paraît con, mais il faut essayer de programmer un bras capable de vous prendre un objet, de ne pas le casser et de vous l'amener vers vous. C'est pas simple à réaliser. Alors, ce que propose HandyBot, c'est une sorte de valet. Hein, un valet qui bosse pour vous, hein, et qui est capable de faire, par exemple, de mettre du linge dans le lave-linge, de mettre de la vaisselle dans le lave-vaisselle, en fait, de faire du boulot. Hein. Ça veut dire quoi? C'est la suite de Moulinex. C'est on passe d'un temps subi à un temps choisi. Alors, encore plus intéressant, le robot en haut à gauche, hein, le robot de Samsung. Le robot, c'est le CareBot. On avait vu un CareBot il y a 2 ans, mais il était vraiment, il n'était pas terrible. Alors ça reste un concept encore. Hein. L'idée, c'est que c'est un robot qui anticipe vos besoins. Alors là, vous voyez la dame, c'est vraiment la dame en télétravail, hein, qui est en train de bosser. Imaginez que elle a soif. Donc le robot est capable de se dire, tiens, cette dame a soif, hein, il voit des signes et il va dire à la dame, qu'est-ce que je peux, est-ce qu'il serait pas temps de faire une pause et quelque chose. En fait, c'est un robot qui s'occupe de vous, le care, le fameux care dont tout le monde parle. C'est un robot c'est une intelligence prévisionnelle. Ça, c'est important. Hein. Et à côté, ce qu'on voit, c'est le Smart Trainer, hein, le Smart Trainer de Samsung. C'est la gym chez moi. Je vous ai dit, les salles de sport sont fermées. Donc, où je fais ma gym? Alors, comment je fais ma gym? Il me faut un coach. Et le coach, il est sur la télé. Alors, évidemment, il y a une caméra sur la télé. Donc, la télé me voit. Hein. Donc, elle observe mes mouvements. Alors, je pourrais aussi vous donner une autre boîte qui a réalisé ça de manière intéressante. Yogify, pour le yoga. Parce qu'on a vu beaucoup de gens pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, qui avaient besoin de se ressourcer. Et le yoga est très intéressant. Hein. Alors, en bas à gauche, alors c'est quand le cinéma est fermé, évidemment, il faut réinventer le cinéma chez soi. Bon. On a quasiment tout ce dont on a besoin. On a de la 4K, on a du HDR ou du Dolby Vision. Alors cette année, c'était évident, hein, c'est Dolby Vision et Dolby Atmos direct, hein, ou alors HDR 10, etc. Hein. Et qu'est-ce que vous avez 2 techniques pour avoir une image extraordinaire, enfin plusieurs, mais en tout cas, ce que présentait Hisense, c'est le projecteur cinéma, hein, un projecteur 4K, alors avec une gamme de couleurs bien supérieure à celle de l'OLED et de la micro-LED. C'est ce qu'ils disent. Hein. Je ne sais pas, je peux pas en juger, je n'ai pas vu. Mais on a vu aussi à côté, évidemment, la suite du Wall. Hein, le cinéma en micro-LED. Alors pourquoi les micro-LED, c'est intéressant? Parce que ça dure quand même, la durée de vie est 2 fois supérieure quand même à l'OLED, hein, mine de rien. Hein, et que ça commence à être utilisé pas simplement dans les dans les grands écrans, mais dans les lunettes à réalité augmentée. Regardez les brevets en micro-LED. Apple a énormément de brevets, comme Plessey. Hein, l'anglais qui a énormément de brevets sur les micro-LED. Ce sont des technologies majeures. Et là, la France a une carte nécessairement à jouer, hein, là-dessus. Donc voilà, je peux vous dire que tous ces robots, alors il y en avait un autre aussi, très intéressant, c'est le JetBot, l'aspirateur robot. Et cet aspirateur robot, ce qui est intéressant, c'est que
vous ne commandez pas. Il agit tout seul. Il est proactif. Ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, la Smart Home, c'était la télécommande. Rappelez-vous, c'est des télécommandes de plus en plus sophistiquées. À la fin, la télécommande, c'est la voix. Hein. Là, il n'a pas besoin qu'on lui parle. La vidéo de Samsung que je vous conseille de voir est très explicite. On voit un chien qui fait tomber des croquettes, peut-être pas des croquettes, mais des Kellogg's, des sortes de Kellogg's, et donc ça tapisse le sol. Et le robot tout seul va aspirer tout ça. Et il revient après se charger tranquillement, et il va déverser aussi tout ce qu'il a à l'intérieur de toute la poussière et tous les débris qu'il a récupérés. Et il dispose de ce capteur, de capteurs à très haute résolution, 3D, et aussi un lidar. Le lidar est très très important au CES. Il se consumérise. Avant un lidar, 80 000 €, je vous rappelle. Merci David. On va essayer, parce qu'on avait des problèmes de son tout à l'heure. Est-ce que Florian ou Olivier nous entendent? Florian, tu nous entends? Est-ce que toi, François-Xavier, tu m'entends mieux? Très bien. Tu peux reprendre là où tu en étais tout à l'heure et surtout nous donner ton avis d'exposant. C'est quoi ton sentiment cette année? Alors, je sais plus du tout où je me suis arrêté. Du coup, ça a coupé, mais pour moi, ça n'a pas coupé forcément. Alors, pour vous résumer un petit peu, du coup, nous, on est une société qui avons été créée en 2015, où on est spécialisé en fait dans les interfaces vocales. Je l'ai très bien entendu là, il y a une notion de révolution d'interface et c'est très juste, nous on le voit avec la voix. Plus les années passent, je crois que le dernier trimestre, on a eu plus de demandes que les 2 dernières années où c'est un truc assez hallucinant qui est arrivé. Et du coup, nous on fait des solutions vocales en embarqué. On parlait également tout à l'heure de données. Ben le but c'est justement de préserver ces données et de ne pas les mettre dans un cloud, surtout pas un cloud américain. Et voilà, donc on fait des solutions vocales et des interfaces vocales, notamment spécialisées pour la Smart Home et tous les outils associés. On a une particularité, c'est qu'en fait, on a été en tout 4 fois au CES, et 4 fois au CES, 3 fois en physique, et cette année, officiellement, on l'a été en digital. Mon ressenti, je vais commencer avec un point positif et un point négatif qui sont les deux plus grands sujets à mon sens. Point positif numéro 1, c'est le coût. Donc nous on est une société, quand on allait au CES, on allait entre 8 et 10. Voilà, on est 30 personnes aujourd'hui. Forcément, il y avait un coût on va se le dire, entre 20 et 40 000 €. Là, on a dépensé 1600. Donc forcément, il y a une notion de coût en tant qu'exposant qui est bien moindre. Par contre, il y a le plus gros échec. Alors déjà, on va pas se voiler la face. C'est qu'il y a 2 fois moins d'exposants. On est passé de 4500 exposants à 1800. On est passé de 180 000 visiteurs à 70 000 visiteurs. Alors qu'on pensait que ça allait pouvoir être l'inverse, en mode, les gens se déplacent pas, ils peuvent y venir. Ça n'a pas été le cas. Et ça enlève absolument tout ce qui était dit juste précédemment. C'est ce qu'on appelle le feeling humain et trouver les bonnes personnes. Alors pour être très transparent, là, sur toutes les technologies qu'on avait vues, j'en avais vu 2. Et pourtant, Dieu sait à quel point on a été dessus pendant plusieurs jours, mais c'était très compliqué de trouver la bonne entreprise, le bon partenaire, la bonne personne, alors que quand on est en physique, il y a ce que j'appelle le beau hasard des rencontres. Enfin, les gens voient le mot voix ou le mot voice sur le stand, et ils viennent te parler. Et tu l'aurais jamais rencontré différemment. En réalité, il y a ce côté émulsion qui n'était pas là du tout. C'est moi, l'innovation, je l'ai pas vu, je l'ai pas senti parce qu'en effet, c'est du web, c'est de la vidéo, c'est des choses simples. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Et d'ailleurs, je remercie l'interlocuteur juste précédent qui m'a même ouvert les yeux sur des choses que j'avais même pas captées. Donc ça, c'est chouette. Globalement, on va pas se voiler la face. Nous, de notre côté, on a tout de même un point positif qui est le côté business. Le côté pur business, on est ressorti avec une quarantaine de contacts extrêmement qualifiés qu'on n'aurait jamais eu si on avait fait des salons français de toute manière. C'est-à-dire qu'on a eu des clients australiens, des clients canadiens, des clients allemands ou même des clients sud-africains. Et ça, c'est vraiment génial. Ce qui est difficile, c'est qu'en fait, tout ce qui était le côté un petit peu partenariat, vraiment au sens partenariat pur, qu'on avait beaucoup fait notamment en 2020, et là, on pouvait pas.
il n'y avait pas de partenaire, c'est pas vrai. On cherchait du business en face, ils recherchaient du business chez nous, mais tous les partenariats technologiques, les partenariats commerciaux à l'étranger, d'implantation, les investisseurs, tous ces aspects-là qui peuvent être également intéressants, ben pas possible. Voilà, c'était juste pas possible. Ça, c'était dommage. La communication associée également était beaucoup plus faible. On va pas se voiler la face. L'année dernière, en relation presse, je crois qu'on avait eu une vingtaine d'articles qui étaient partis un peu de tous les côtés, en anglais, en français, en allemand et même en turc. Cette année, ça s'est résolu en 6-7 articles français, je pense. On est passé du coup, en effet, les startups françaises, il y en avait plus d'une centaine, il y en a eu 113 en réalité, je pense, François-Xavier, il me semble. Par contre, avec l'Occitanie qui était en force. Par contre, en réalité, sur la totalité, l'aspect start-up au sens propre, il y en avait quand même beaucoup moins. Nous, dans notre région, on est passé de 28 dans le Grand Est à 2. Voilà, on était 2. Vivoca et GreenTech. 2. Et ça, c'est, on voit un peu. Oui, dis-moi. Merci beaucoup, Florian. On va revenir à toi tout à l'heure. Je voudrais juste refaire une tentative avec Olivier, parce que je suis frustré un peu de ne pas avoir Olivier. Donc Olivier, ça y est, il est revenu. Est-ce que tu nous Si c'est entends bien, bon, Olivier? ça a l'air d'être stable. Ça a l'air d'être Alors stable, on on a t'écoute. l'air de m'entendre. On t'écoute. Olivier Larnaud, donc j'ai pas pu me présenter, je vais me présenter en quelques instants. Donc je suis ancien installateur intégrateur, donc j'ai toujours cette société qui s'appelle Oseo. Et puis il y a quelques années, il y a maintenant 3 ans, on est devenu fabricant de produits et on développe des produits transformer des bâtiments existants en bâtiments connectés. Si je reviens sur le CES, donc l'année dernière, nous, on était au CES, on s'est pas mal baladé là-bas, on a vu pas mal d'innovations, et de ce que je retiens cette année, c'est notamment l'avènement de la 5G qui se standardise absolument partout. Les États-Unis espèrent pouvoir vendre 20 millions de produits qui a de la 5G pour cette année. Donc on voit que ça se standardise et le grand gagnant dans cette bataille, c'est Qualcomm, qui notamment avec son processeur 485, donc 485G, va permettre de proposer des smartphones à entre 150 et 300 euros. Donc on voit que ça y est, là, ils ont gagné la bataille et que ça se standardise absolument partout. Autre élément dont on a pas mal entendu parler, c'est l'énergie harvesting. En fait, c'est le CS du toujours plus et toujours moins. Donc, toujours moins d'énergie. Donc, on travaille énormément sur tout ce qui est énergie harvesting. Tout à l'heure, Pierre-Nicolas a parlé des télécommandes qui vont être sur panneaux solaires. On a vu un haut-parleur qui se met sur les pommeaux de douche qui permet de récupérer l'énergie de l'eau qui coule pour s'auto-alimenter. Voilà un petit peu les tendances. On a vu aussi des stores qui fonctionnent avec des tout petits panneaux solaires. Voilà. Donc ça, on voit l'enceinte Bluetooth en haut à droite, on voit la télécommande en bas à gauche. On a vu aussi des stores qui fonctionnent avec des tout petits panneaux solaires et qui sont totalement autonomes, et tout un tas d'objets connectés qui fonctionnent de manière autonome, sans alimentation de batterie, et donc qui peuvent durer extrêmement longtemps. Concernant aussi les batteries, il y a pas mal d'avancées dans ce domaine-là, notamment Tesla, qui essaye d'utiliser de moins en moins de cobalt, qui est un métaux rare, et de le remplacer par l'aluminium. Alors, ça a deux avantages. D'une part, on utilise moins de cobalt, on passe de 11 kg pour une batterie à 4,5 kg. Et d'autre part, avec l'aluminium, on a une densité beaucoup plus importante des batteries. Et donc, une autonomie beaucoup plus importante. Et ils ont fait une annonce comme quoi ils espèrent être proches de 0% de cobalt dans les batteries dans les années à venir. Autre élément, on a tout ce qui est wearable, très orienté sur la santé, bien évidemment, faire un bilan cardiaque mobile, ce genre de choses. Pour information, en 2020, on a eu 530 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ce domaine-là, ce qui est quand même une montée de 46% du chiffre d'affaires. Donc on voit aussi que c'est clairement quelque chose qui se développe énormément, avec tout un tas de modèles économiques qui se mettent en place, notamment avec les assurances, faire baisser votre cotisation d'assurance si vous avez des événements connectés qui notamment surveillent votre santé. Donc voilà, on a plein de modèles économiques qui se mettent en place là-dessus.
D'autres choses qu'on a pu remarquer, c'est les bâtiments, à faire un double numérique du bâtiment pour pouvoir analyser le comportement du bâtiment et proposer des solutions pour optimiser le bâtiment par la suite. Donc ça, c'est des choses qu'on voyait beaucoup avec le BIM pour les bâtiments neufs, mais là, ça y est, maintenant, on commence à faire pour les bâtiments existants et on sait très bien qu'aujourd'hui, le parc immobilier est nettement plus important sur l'existant que sur le neuf. Et dernier élément dont j'aimerais parler et qui est un petit peu en parallèle du CES, c'est le chip. Vous avez dû sûrement suivre dans le domaine du smart home. L'année dernière, il y a tout juste un an, il y a Google, Apple et Amazon qui ont annoncé qu'ils allaient faire un travail commun pour avoir un protocole unifié sur tout ce qui est maison connectée. Ce protocole sera open source. Il privilégie le Thread et le Bluetooth, et bien évidemment le Wi-Fi. Et alors, pour information, en ce moment, ils sont très actifs. On a entre 5 et 20 commits. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais on va dire les commits, ce sont des propositions de code nouveaux pour faire améliorer le projet. On a entre 5 et 20 commits par jour. Et je viens de regarder ce matin tout à fait par hasard, hier au 27/01, il y a eu une pré-release de ce projet qui a été proposé. Donc ça avance à vitesse grand V et clairement les premiers contributeurs de ce projet, quand on regarde tous ceux qui développent, c'est des personnes de chez Apple, des personnes de chez Google et des personnes de chez Nordic qui sont le fabricant de la puce. Donc voilà ce que j'ai pu observer cette année au CES 2021. Merci beaucoup Olivier, c'est très intéressant. Alors à l'écran on voit, je ne sais pas si tu te souviens l'an dernier, hein, on avait sur le stand de Legrand un tableau électrique connecté. Et cette année c'est encore un Français qui défrait la chronique. Alors peut-être que David, c'est David qui m'a envoyé cette illustration. Si David peut prendre la main. Avec l'électricité numérique. Absolument. David, qu'est-ce que tu en penses de ce produit de Schneider? Parce que visiblement, c'est un peu le hub de l'énergie d'une maison. Donc, on va beaucoup plus loin que nos simples protections électriques, hein. Là, on est dans l'intelligence de la gestion. Tout à fait. Alors, c'est la vision numérique de Schneider USA, pas Schneider France. Je précise parce que chez Schneider, c'est régionalisé. Bah, alors peut-être que ça arrivera en France. En tout cas, le produit d'à côté a des chances d'arriver en France parce qu'il a été fait en France. C'est le Arc, il me semble 9. Hein, c'est un produit de sécurité électrique. Parce qu'on sait bien qu'un incendie sur 4 est d'origine électrique. Bah, pensez à Notre-Dame, tiens. Notre-Dame, il y a de fortes chances que ça soit un problème électrique qui ait causé l'incendie. Donc, on voit bien que gérer la sécurité est d'abord, c'est d'abord le souci premier, je dirais, pour la maison, pour les occupants de la maison, je dirais. Et donc, la solution connectée de Schneider USA, enfin présentée par Schneider USA, était très intéressante. Et surtout à côté, ce fameux, comment dire, Energy Center, comme il l'appelle, de Square D, qui est un peu qui est, je dirais, le hub énergie, tu as raison de le dire, le centre névralgique de l'énergie au niveau de la maison. Alors, il n'arrive pas par hasard, parce que il y a de plus en plus de production décentralisée un peu partout. Vous avez vu le solaire qui se développe très fortement en Californie. Maintenant, c'est obligatoire. Tous les toits des nouvelles maisons californiennes vont devoir avoir des cellules solaires. Vous avez vu que Tesla, maintenant, enrichit sa gamme avec des onduleurs. Il n'y a pas simplement que les batteries. Donc, il poursuit une logique de verticalisation. Et donc, parallèlement, vous avez aussi l'explosion des véhicules électriques. Enfin, l'explosion. C'est en tout cas l'émergence. Je dis pas l'explosion parce que les chiffres de vente, c'est pas encore le nirvana. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Donc, si tous ces véhicules, il faut les recharger. Il y a des points de recharge. Donc, vous allez vous retrouver à gérer, en fait, un capital énergétique. Parce que vous produisez de l'énergie. Cette énergie, elle vient soit de votre solaire, soit elle vient de la batterie, parce que vous avez économisé cette énergie, soit elle vient du réseau classique.
Donc il y a nécessité d'avoir un système d'arbitrage à un moment donné. Et c'est un système d'arbitrage autonome. Bah, pourquoi? Parce que le midi, vous êtes généralement au boulot, et le soleil, il frappe. Bah, généralement, il y a du soleil. Bon, pas maintenant, mais disons lorsqu'il fait beau. Hein. Donc, vous vous retrouvez nécessairement avec la nécessité d'avoir un système quasi autonome qui doit prendre des décisions sur arbitrer, sur l'utilisation de l'énergie. Et d'où elle vient? D'où vient cette énergie? Et elle sert à quoi? Donc, ce système, il intègre, il va permettre de recycler une boîte que vous connaissez qui s'appelle le Weiser. Vous savez, la box domotique de Schneider qui se vend pas. Hein, elle se vendait jamais, cette boîte. Pourquoi? Parce que personne ne voyait vraiment l'usage. Mais j'ai appris une fois qu'elle arrivait à se vendre si on la couplait avec du Mylight. En fait, avec du Mylight, on crée l'embryon de ce fameux arbitre énergétique. Hein. Et donc, vous voyez bien que Schneider, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni dans un seul espace le tableau électrique, tous ces ingrédients. Hein. Alors, ce qui manque, évidemment, c'est la révolution, c'est la suite. Et la suite était au CES. C'est-à-dire, comment on numère... Parce que là, pour l'instant, c'est de l'analogique qui est analysé par du numérique. Hein, parce que on reste dans l'électromécanique, chez Schneider. Même s'il y a une app derrière, on récupère de l'information sur des systèmes électromécaniques et on l'envoie directement sur une app qui permet d'avoir une vue, de monitorer son système, de savoir ce qui se passe, et de voir les usages. Mais on a vu au CES une révolution encore plus forte, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'énergie devient programmable, elle devient solid state. C'est-à-dire on passe de l'électromécanique à l'électronique. Et c'est la société Amber, A-M-B-E-R, qui a montré pour la première fois au CES une solution, un chip, qui permet de faire ça. Ça va révolutionner complètement tout le marché de l'électricité. Ça veut dire que bien maintenant, l'électricité devient programmable. Le logiciel, on va parler de software defined circuit breaker. En fait, on va parler de tableaux électriques programmables, ce qui n'existait pas auparavant. C'est une rupture. David, on a constaté aussi, parce que on était tous plus ou moins confinés ces derniers mois, que l'accent était mis sur notre vie, qui est finalement centrée sur le domicile, à la fois pour les activités privées et professionnelles. Je crois qu'il y avait il faut juste revenir un tout petit peu en arrière sur la covidisation du CES. En une minute, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais si tu peux nous parler de ça, ce que tu as vu sur le Covid. Très simple. En fait, s'il fallait résumer en un mot, c'est un environnement sain et sécurisé partout où je suis, là où je suis. Regardez les masques. Il y en avait plein des masques. Alors les masques, évidemment, sont pas des masques en tissu bêtes et méchants. Le masque de EG, il y a un purificateur d'air. Et beaucoup d'UVC. Donc c'est la lumière qui désinfecte. Et si vous couplez des LED à de l'UVC, comme le fait la société Arcam, A-R-K-A-M, en France, qui est la seule société à proposer des LED UVC, c'est-à-dire de la lumière programmable. Il faut automatiser, parce que l'UVC, c'est dangereux, je rappelle, pour les individus, il ne faut pas rester en dessous. Et vous avez vu en bas, ça c'est déjà aussi intéressant, le fameux vide-poche. On en parle beaucoup des vides-poches au CES depuis très longtemps. C'est comment on recharge facilement son smartphone. Donc généralement, vous savez tous que il y a une norme d'énergie sans fil qui s'appelle Qi, par induction. Et donc l'idée c'est, on fait un vide-poche dans lequel on pose le smartphone, il se recharge. Et on désinfecte aussi le smartphone. Voilà. Donc, le CES a rencontré l'ère Covid et prépare une ère post-Covid. Voilà. Et on a vu beaucoup aussi de systèmes qui est à la distanciation sociale. Alors, j'en cite deux. Outsight, avec son lidar, qui est utilisé à ADP pour faire la distanciation sociale et pour repérer ce qui se passe. Et la deuxième chose aussi intéressante, c'est Diyun, un Coréen qui utilise des bornes Wi-Fi pour faire de la géolocalisation à 10 cm près, ils annoncent. Ça, c'est dingue. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est pas un CES anodin.
il est peut-être pourri sur la forme, mais il est bon sur le fond. Je te laisserai le mot de la fin dans 5 minutes, David. Je voudrais juste refaire un dernier tour de table. Pierre-Nicolas, si tu veux dire en 1 minute, toi, ton dernier mot, ton sentiment, ta synthèse sur le CES de cette année. Oui, on est dans la confirmation, on est dans la stabilisation, on est dans l'industrialisation des produits qu'on a vus il y a 1 ou 2 ans. Euh, on est arrivé au 8K. Aujourd'hui, il n'y a pas de contenu, bien sûr, mais on n'ira pas beaucoup plus loin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Au niveau son, j'en ai pas parlé, mais on est dans la miniaturisation des barres de son. Les barres de son maintenant sont Atmos, sont DTS:X. On fait du 11.1.4 avec des barres de son, notamment chez LG et chez Samsung. Et on fait des haut-parleurs 360 comme chez Sony. Et puis, je l'ai évoqué, je crois que vous allez en parler plus tard sur l'écologie. Vous savez que tous les téléviseurs, quand vous recevez un téléviseur chez vous, vous avez un énorme carton. Et Samsung a imaginé que ce carton pouvait servir à autre chose. Donc ce carton, vous avez un petit mode d'emploi, vous pouvez le découper et ça fait par exemple une maison pour votre chat. Bon, faut avoir un chat, mais c'est quelque chose d'intéressant. Le carton devient de l'origami et vous pouvez en faire un objet du quotidien, une petite maison pour les enfants, pour jouer chez eux, plutôt qu'ils partent à la benne et qu'ils soient éventuellement recyclés. Donc, je n'ai pas de nouveautés énormes à annoncer. Par contre, j'ai la concrétisation de solutions qu'on a vues dans les derniers CES. Merci. Florian, si tu veux donner ta conclusion. Bien sûr. Alors niveau, alors là pour plus rentrer dans l'aspect logistique, mais l'aspect réel de la smart home et ce que j'en ai ressenti. En réalité, je viens également sur la confirmation. On a toujours eu un doute depuis quelques années à quel point les GAFA, sur les aspects vocaux, les interfaces vocales, pouvaient prendre la place et pouvaient entre guillemets être ultra présents et qu'il n'y ait pas de solution à côté et puis qu'ils déroulent leur tank parce qu'ils sont monstrueux. Et en réalité, ce CES là, en tout cas sur l'aspect distanciel et l'élite qu'on a eu, je pense qu'il y a vraiment 25 ou 30% des personnes qui en fait se retournent des GAFA pour venir à quelque chose hors données, hors data. Et je pense que l'aspect données, l'aspect data est de plus en plus important, on le sait depuis des années, mais là c'est la première fois qu'on le ressent en mode juste argument. Notre seul argument c'est on n'a pas besoin d'être sur la donnée. Et on sent que dans les robots, dans la smart home, en fait dans tous les produits qui sont chez vous, ça va devenir essentiel. Et tant mieux pour nous. Et je pense que c'est vers là que les commandes vocales vont aller par la suite. Voilà comment je l'ai senti. Merci. Olivier, en 1 minute aussi. Ouais. Alors quelque chose qui n'a pas été dit, et je pense que ça a été dit par d'autres personnes, mais c'est quand même la nette amélioration liée à tout ce qui est travail distanciel, la nette amélioration de tout ce qui est caméra sur les ordinateurs, système de prise de son. Là, on a vu quand même de belles avancées. En tout cas, tous les standards qui ont été mis dans le smartphone, ils viennent d'être mis maintenant sur tout ce qui était ordinateur portable. Autre petite avancée quand même qu'on a vu, actuellement sur les smartphones, les caméras sont visibles. Et ben, il y a des projets pour faire des caméras qui se trouvent derrière l'écran, donc avoir un écran sur absolument toute la surface du smartphone, et que la caméra soit centrée au milieu de l'écran. Donc on n'ait plus ce problème aussi sur les ordinateurs quand on fait du zoom ou autre, d'avoir les yeux qui ne regardent pas la caméra. Là, on devrait pouvoir avoir la caméra qui se trouve au centre de l'écran et avoir une sensation plus proche d'interaction avec les personnes. Et le dernier élément, effectivement, qui a été dit juste un petit peu avant et qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines, c'est l'énorme problème de tout ce qui est lié au cloud, avec tous les bugs qu'on a pu constater ces dernières semaines quand Amazon Service est tombé, quand il y a eu des problèmes sur les serveurs de Google, donc tout ce qui était portier connecté ne fonctionnait pas. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience aussi, tout doucement, de la vulnérabilité et de tout ce qui est problème lié au cloud, et faire plutôt du edge computing, enfin en tout cas traiter les données en local, être propriétaire de ces données,
fonctionner sans une connexion Internet. Et je pense que ça, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire en ce moment. Est-ce que, c'est une question du chat, hein, je la pose en 2 secondes. Est-ce que tu envisages de mettre chip dans tes produits? C'est certain. Ok, C'est plus que certain. Oui, je m'en doutais. et David? effectivement, alors Chip a promu le Bluetooth pour ses produits. Alors, au-delà de mes produits, vraiment, la, 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 la ligne dans laquelle on va, c'est des produits qui seront configurés en Bluetooth et qui, après, dialogueront entre eux en thread. Ok. Clairement, c'est ce qui est annoncé via Chip. Et Chip, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est aussi faire l'analogie de l'USB. Aujourd'hui, vous avez un produit USB, vous le branchez sur n'importe quoi, vous savez que dans tous les cas, ça marche. Et ben, le chip, c'est vraiment voué à faire ça. C'est que vous achetez un produit compatible chip, vous le mettez chez vous, à tous les cas, ça marchera. Dans tous les cas, ça marchera. Et c'est vraiment la direction dans laquelle ils sont en train de travailler, ce qu'ils veulent mettre en place. Merci. David, 1 minute avec peut-être ta dernière illustration là. Tu nous fais le mot de la fin? Oui, Roaring Twenties, j'aimerais bien cette illustration. Elle va arriver, elle va arriver. Elle va arriver. Alors, j'en profite pour vous dire, c'est quoi le CES pour moi? C'est la combinaison de 3 atmosphères. Une atmosphère watt, donc vous avez vu que l'énergie est partout, hein, c'est une énergie ambiante. Hein, le mot ambiante est très important, qu'il faut utiliser là où l'on est. Hein. Utiliser aussi une connectivité partout. C'est ce que j'appelle l'atmosphère IP. Hein. Vous avez vu qu'on vous a parlé de chip, mais chip, ça veut dire le triomphe d'IP dans la smart home. Ça veut dire que Zigbee, il y a peut-être l'alliance Zigbee, mais il n'y a plus de Zigbee. Hein. On parle de chip. Donc ça, c'est clair. Et la troisième atmosphère qui est majeure, hein, c'est l'atmosphère IA. Je n'ai pas vu un seul produit sans IA. Même j'ai vu un produit électrique qui permettait, alors très simplement, de se connecter, qui s'appelle Bronis, hein, un Taïwanais. On peut connecter directement en USB, en courant continu, directement dessus. Il y a une IA qui est capable de gérer le voltage entre 1 et 20 volts. Donc on peut mettre un PC, on peut mettre aussi des batteries à charger. Tout ça pour vous dire que on va assister à une explosion technologique. Et c'est ce que montre parfaitement, je dirais, la une de Vie économiste. C'est Vie économiste de cette semaine, hein, ou de la semaine dernière, hein, etc. C'est les années 20 rugissantes. Une nouvelle ère d'innovation. Alors pourquoi? Remonter un siècle auparavant, en 1920. Savez-vous les grandes innovations des années 20 après la guerre? Après la guerre, on a vu voir le réfrigérateur, on a vu la télé arriver en 1927, on a vu le cinéma parlant et on a vu le haut-parleur. Ça vous rappelle quelque chose? Ça ressemble au CES. Hein? C'était Merci, et à merci. l'époque on a vu apparaître les grands industriels, Ford, Dupont de Nemours, hein, et on a vu General Electric. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et qu'est-ce qu'on voit un siècle plus tard? Les barbares, les autres, qui arrivent. Ceux qui arrivent avec le logiciel. Les Tesla, hein, qui commencent à arriver, les Rivian, les Cruise, hein, de General Motors. Parce que les anciens, ce qu'on a vu, c'est que les anciens doivent se renouveler. Et regardez la vidéo de General Motors et la plateforme Ultium. Comment Marie Barra Merci. voit le problème de l'électrification. Et Je suis obligé de t'interrompre. aussi, David, je suis obligé de t'interrompre. Je suis désolé. oui, Euh, on a largement dépassé le temps et on a une table ronde qui commence dans quelques secondes. pas de Merci à tous problème. les 4, c'était vraiment passionnant. Merci. Et puis je vous donne rendez-vous donc dans 1 minute ou 2 minutes avec nos 4 nouveaux invités et à très vite.